Bien. Donc nous avons le plaisir de commencer aujourd'hui la suite de ce séminaire de l'année intitulé « L'encombrement par les restes du débarras à l'invention ». Il y a eu un premier volet du séminaire que vous pourrez écouter sur le podcast du site de la librairie Mola et qui a également été publié dans le dernier numéro du bulletin de l'ACF Aquitania, le numéro 37, qui doit être en vente. Vous avez l'intervention d'Éric Laurent. Nous remercions Éric Laurent d'avoir bien voulu venir une seconde fois et d'avoir pu venir surtout, puisque la dernière fois, il y a eu des problèmes techniques d'avion qui ont empêché la tenue de ce second volet, ce qui fait que aujourd'hui, à la troisième date prévue pour les conférences de ce séminaire, en fait, nous faisons le deuxième volet, le troisième et dernier volet étant reporté au 22 octobre cet automne. Donc Éric Laurent, je ne le représenterai pas à nouveau, il est psychanalyste à Paris, membre de l'école de la cause freudienne. La dernière fois, sous le titre « Se débarrasser des traces », il a abordé la question des neurosciences. Et il a notamment souligné l'utopie d'un certain usage des neurosciences dès lors que celles-ci espèrent réduire la vie psychique à un fonctionnement purement neuronal, si complexe soit-il d'ailleurs. Et par exemple, il a pu dénoncer la fameuse métaphore de la trace souvenir. Il l'avait d'ailleurs déjà souligné dans son ouvrage Lost in Cognition, que vous pouvez trouver ici en vente à la librairie. Il l'avait souligné, l'inconscient, ça n'est pas la trace oubliée d'un apprentissage primitif. Et il a rappelé la thèse de Lacan, qui lui a défini l'inconscient à grand renfort de logicien et de logique, pas seulement comme une mémoire en réseau ou comme une série de lettres imprimées, mais aussi comme un trou ouvert par et dans le langage. Cela veut dire que si reste il y a, ce ne sont pas des résidus, des miettes, mais ce sont bien des restes qui se construisent, des restes qui n'étaient pas là avant et qui sont produits par l'opération même de la parole. Voyez, déjà, ça nous met dans la perspective du thème de ce qui sera le troisième volet de ce séminaire, ici même le 22 octobre. Qu'en est-il des restes à l'issue d'une cure analytique? Mais pour l'heure, Éric Laurent va nous parler de l'enfant comme reste, et notamment comme reste d'un désir, entre autres, ce qui, nous l'allons voir, n'est pas sans conséquence. Alors, comme nous avons un timing très serré, eh bien, je lui cède la parole immédiatement. Donc, je parlerai sous le titre L'enfant, le reste. Je vous rappelle que nous en étions restés au point où Lucrèce nous avait emmenés. La fin du Ne natura rerum, un couple s'étreint, ils se pressent avidement, ils mêlent leur salive, ils respirent leur souffle. Enfin, cette violente ardeur se relâche pour un moment, puis un nouvel accès de frénésie survient. C'est qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils désirent et ne peuvent trouver le remède qui triomphera de leur mal. Difficile, dans le rapport sexuel, d'inscrire la trace de ce rapport. C'est précisément cette absence réelle que vient recouvrir l'idéalisation de l'enfant. Cette idéalisation a été d'autant plus claire qu'à partir du siècle des Lumières, qui a tant compté pour Bordeaux, à partir des Lumières, la famille a dû se soutenir d'autres idéaux que de ceux de la nécessité religieuse.
et l'idéalisation de l'enfant qui a commencé avec Rousseau n'a cessé de se développer, et ce qui fait que Freud, quand il a commencé à écrire, isolait le statut de l'enfant non seulement dans la tradition juive qui était la sienne, mais celle aussi bien des familles diverses de Vienne, de l'Empire austro-hongrois réuni à Vienne. Au moins dans leur variété, leur diversité, elles convergeaient sur cette idéalisation de l'enfant, His Majesty the Baby, comme Freud l'appelle dans son texte de 1914 pour introduire le narcissisme. C'est un idéal narcissique. C'est l'idéal narcissique de la couche parentale. Avoir cet enfant. Et pourtant, si Freud le repère, la psychanalyse d'enfant comme pratique que va autoriser Freud va toujours plus isoler non seulement l'enfant et ses fantasmes, mais l'enfant comme objet du fantasme. Et après Freud, nous verrons entre Mélanie Klein et Donald Winnicott, l'enfant objet de fantasme, devenir lui-même objet à proprement parler transitionnel de la mère. La psychanalyse d'enfant dégagera cette spécificité dans une certaine confusion imaginaire que Lacan va ordonner avec son mathème d'objet petit a. Dans la métaphore oedipienne classique, le père intervient sur le désir de la mère pour produire la signification phallique, ou plus exactement, non pas le père dans sa personne, mais le nom du père, ce qui décolle précisément de la personne du père, ce au nom de quoi il intervient quand il est à sa place. La psychanalyse, loin de pousser à ce que les pères se prennent pour des tyrans domestiques, leur rappelle qu'ils sont toujours des Saint-Joseph, qu'ils adoptent, qu'ils interviennent au nom d'eux. Ce que Lacan souligne, en même temps qu'il dégage précisément, qu'il décolle les pères des idéaux de leur fonction, c'est que l'enfant, lui, avant qu'il n'intervienne, au sens logique, l'enfant vient boucher ce qui est de l'ordre du manque de la mère, non pas comme idéal, mais comme objet. D'où la déclaration provocante de Lacan dans le séminaire 17, dont je me suis autorisé pour oser, dans ces 3 conférences sur la politique des restes, introduire l'enfant comme un reste. C'est que Lacan dit l'objet petit a, c'est ce que vous êtes tous en tant que rangés là, puisqu'il s'adressait à un séminaire, un peu comme ici, dans des chaises, en tant que vous êtes rangés là, autant de fausses couches de ce qui a été, pour ceux qui vous ont engendré,
cause du désir. Et c'est là que vous y avez, vous, à vous retrouver, la psychanalyse vous l'apprend. Évidemment, c'était des années du séminaire 17, c'était des années dures. Lacan pouvait se permettre de dire des choses comme ça sans trop inquiéter son auditoire. Enfin, c'est dur à entendre. Se vivre comme fausse couche. En quel sens? En effet, c'est-à-dire comme envers d'un idéal, comme avortement de cet idéal. L'enfant n'est jamais finalement conforme à l'idéal que les parents avaient construit pour lui. La façon dont ils en parlaient, le définissaient avant sa naissance, avant que son existence à lui fasse effraction dans les définitions possibles qu'en donnaient les parents. On peut dire aussi fausse couche comme fausse inscription, comme lorsqu'on couche sur le papier une intention. Et même en droit, on couche sur le papier un testament. Fausse inscription et reste d'objet. Par son existence, autant l'enfant rate l'idéal, autant il devient un objet produit et produit bien au-delà de la famille, bien que la famille, l'idéal parental qui le met au jour, lui-même ou elle-même en tant que famille est un résidu. Dans sa note pour l'enfant, Lacan souligne que la famille elle-même est un résidu, ou en tout cas il l'aborde en tant que résidu. Je cite, « La fonction de résidu que soutient la famille conjugale dans l'évolution des sociétés met en valeur l'irréductible d'une transmission qui est d'un autre ordre que celle de la vie selon la satisfaction des besoins. » L'enfant est reste, pris dans le résidu familial, mais au-delà, il est objet, produit. Et à cet égard, il rejoint le statut de l'humanité post-industrielle qui définit l'homme comme machine, espoir à l'occasion des neurosciences, l'homme comme machine qui peut dysfonctionner, qu'il faut réparer tant qu'elle est rentable, et sinon, dont on peut disposer, dont d'autres peuvent disposer et dont on peut disposer soi-même. L'interdit du suicide que l'Église maintient tant et plus n'est plus à l'ordre des sociétés laïques. Et de l'euthanasie auto-administrée au suicide sur la place publique, nos sociétés témoignent de ce qu'en effet, le sujet contemporain refuse qu'on lui interdise de disposer de lui-même. Nous en avons eu à Bordeaux, à Mérignac, un témoignage épouvantable il y a quelques jours. Et à cet égard, il rejoint d'autres. Depuis que Staline a pu proclamer l'homme de point notre capital le plus précieux, on a compris le sens de cette phrase quand on a pu faire le bilan des 20 millions de morts durant les quelques famines staliniennes.
ou bien quand il reste le terme extraordinaire de liquidateur pour envoyer des gens se faire tuer pour arrêter la catastrophe de Tchernobyl, c'était les liquider. Les liquider avec ce choix extraordinaire du même mot que la liquidation de la ligne antiparti des années 50. En effet, l'homme capital humain est rejoint dans cette dimension-là, est rejoint par l'enfant. L'enfant est un capital certainement le plus précieux, passionnel. Nous en avons aussi un fait divers, un crime passionnel récent, rappelle qu'il n'y a pas que l'infanticide maternel qui est qui vise l'enfant. L'infanticide paternel commis par Xavier Dupont de Ligonnès est tout à fait extraordinaire. Je crois qu'on n'a pas encore assez souligné que nous sommes face à une sorte de décision insondable. Comment ce sujet à identité multiple a pris la décision intime, après la mort de son père, le 26 janvier, d'éteindre sa race. D'où prend-on ce type de décision? On ne sait, en tout cas lui il l'a prise. Héritant de la carabine de son père, alors qu'il n'avait jamais manifesté le tir, il a commencé à prendre des leçons pour apprendre à s'en servir, et il s'en est servi. Et comme disait sa tante, après la mort de ses 3 enfants, son nom va s'éteindre. Comment un sujet peut-il prendre de telles décisions? Évidemment, ça se prend à un niveau où on voit à quel point l'objet enfant est affolant. L'enfant dévoré, l'enfant soumis à l'ogre, est un écho dans nos contes du Cronos dévorant ses enfants de la mythologie grecque. C'est aussi ce qui a permis à Swift d'écrire une de ses satires les plus troublantes dans sa modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres de devenir un fardeau pour leurs parents. Un texte, comme certains commentateurs le constatent, intolérable de froideur calculée, d'apparente insensibilité, par antiphrase métaphorique. Ce texte écrit comme devant l'indignation de Swift devant le sort de l'Irlande, et que, en effet, l'Angleterre condamnait l'Irlande à la mort de milliers de gens par famine, et dans sa satire, il propose au contraire de faire des enfants des pauvres un objet de nourriture. Sous la fiction, un Américain rencontré à Londres m'a raconté qu'un bébé sain et bien nourri constitue à l'âge d'1 an un plat délicieux. Double satire de Swift faisant jouer le rôle à l'Américain en 1730 d'un sauvage absolu,
et en même temps, donc, proposant, puisque vous condamnez à mort des milliers de gens, très bien, bouffez-les. Anthropophagie. Très bien. Sinon, l'enfant comme objet, après les Lumières, il faut l'aborder avec Rousseau, certes, mais Rousseau avec Swift. Ça décrit plus justement le statut qui va s'affirmer dans notre civilisation contemporaine. Et cela aussi bien dans les sociétés libérales que dans les sociétés autoritaires. Dans les sociétés libérales, l'appel dit de pas de zéro de conduite, mais bien en valeur les contradictions de la prévention de l'enfance qui essaye de cadrer absolument cet objet passionnel, passionné et passionnant, qui déborde tous les cadres. D'où la citation formidable qui avait été repérée par la pétition Pas de zéro de conduite dans les rapports Mattei, n'est-ce pas, où l'on cherchera à observer dès la naissance le développement de la capacité langagière, la culture précoce de la parentalité, de la bientraitance dès les premiers mois de la vie, et la recommandation de rendre l'école maternelle obligatoire pour les enfants de 3 ans de façon à pouvoir mieux les surveiller. L'éducation, les missions d'éducation passent au second plan. C'est avant tout une question de sécurité nationale. Le rapport 2011 de la commission Benisti rejoue exactement ce qu'ils avaient proposé 7 ans avant, en 2004, une répartition de l'enfance fondée sur une suspicion et une surveillance généralisée. Ça, c'est pour les sociétés libérales. Comment traiter l'objet sans qu'il déborde? Pour les sociétés totalitaires, l'enfant est soumis à des politiques délirantes dont les résultats sont à attendre après coup. La politique de l'enfant unique en Chine, où actuellement 57% des enfants sont des hommes, il manque plus de 600 000 femmes, selon le sexe ratio normal, qui ont été tuées par avortement ou infanticide et qui disparaissent des comptes, produisent des effets absolument paradoxaux, qui vont depuis l'émigration pour pouvoir avoir des enfants jusqu'à des dépressions majeures observables chez les femmes en quantité qui défie toute statistique contemporaine des autres pays. Dans d'autres dictatures, comme dictature néofasciste de Franco ou de l'Argentine, on a vu récemment comment l'Espagne doit maintenant, après avoir levé l'interdit sur les deuils de la guerre d'Espagne, peut maintenant affronter ce qui a été le vol de bébés organisé depuis la guerre civile jusqu'au début des années 90. En 2011, Balthazar Garzón a ouvert le débat et l'Espagne a été traversée de révélations sur ce qu'étaient à la fois des filières mises en place depuis le franquisme et qui se sont continuées pour l'adoption, entre guillemets, forcée d'enfants de pauvres, et comment
Par exemple, Doña Mercedes, élégante dame bien comme il faut, très croyante, aurait régenté d'une main de fer jusqu'à 8 appartements à Bilbao entre 1965 et 1984, 8 maisons berceaux où cohabitaient entre 10 et 22 femmes enceintes. Mais là, il s'agissait de filles de notables ayant fauté, qu'on cachait là pour éviter l'embarras à leur entourage jusqu'à la naissance. Et il fallait placer l'enfant en adoption juste après. Et moyennant quoi, elles entraient là dans des réseaux, se mélangeaient les enfants de notables ayant fauté plus les enfants de pauvres pour redistribuer en dehors de tout contrôle étatique ou de contrôle de quoi que ce soit, ce marché d'enfants circulant dans ces adoptions. Là encore, il faudra sans doute, au-delà des justices d'État, une ONG qui sera créée, qui occupera sans doute nos enfants, pour eux-mêmes mettre de l'ordre dans ce qu'a été ces désordres transnationaux, restent des guerres et des horreurs du XXe siècle. En Argentine, c'est un procès qui s'est ouvert en mars de cette année seulement à Buenos Aires, qui a permis non seulement maintenant d'avoir affronté les tortionnaires des parents, la question a été réglée par Kirchner, paix à ses cendres, mais maintenant sur ceux qui ont organisé le vol d'identité de au moins 500 enfants qui ont été organisés. Comme l'a dit un d'entre eux qui a témoigné à l'entrée du tribunal, M. Fossati, qui a maintenant 33 ans, nous avons été un butin de guerre du régime. Et donc, les détails ne s'inventent pas. La maternité était au premier étage de l'école de mécanique de la marine, où se trouve le couloir que les bourreaux appelaient cyniquement l'avenue du bonheur parce qu'il menait aux salles de torture. Voilà ce que l'humanité est capable de faire. Alors, c'est la première fois que le vol de bébés est jugé en Argentine en tant que plan systématique et conçu en haut lieu, dans lequel il a établi comment ça a été fait pour rompre tout lien de parenté entre les parents qu'on allait exécuter leurs enfants. C'est un des chapitres les plus sombres, bien sûr, de l'histoire de l'Argentine. Au fond, les délires d'État sur l'enfant, aussi bien des sociétés libérales qu'autoritaires, montrent combien la démographie, plus qu'une science exacte, est une élucubration de savoir sur un objet affolant. L'enfant-objet, comme objet, affole les normes, il les reconstruit, il fait apparaître le caractère conventionnel des fictions. On le voit lorsque l'on essaye de construire des fictions parentale à l'épreuve d'une définition de famille qui soit compatible avec l'homoparentalité ou les familles, les mariages de même sexe. Et là, il y a une reconstruction du droit qui est en cours, qui est très intéressante et qui a commencé, cette reconstruction, apparaît la loi de 2002 présentée alors par Ségolène Royal, ministre de la Famille de Lionel Jospin, donc qui autorisait le partage de l'autorité parentale entre le parent et un proche digne de confiance, s'il en était besoin. Le proche digne de confiance pouvant accueillir tout X. Et finalement, les magistrats s'y sont faits et accueillent maintenant des partages d'autorité parentale entre un parent et des personnes qui n'ont plus aucun rapport avec quel que soit le degré de parentalité, ni à l'occasion, ni plus avec le mariage. C'est quelqu'un qui a été pendant un certain temps au contact avec l'enfant et avec lequel l'enfant semble avoir un bon rapport. C'est déjà énorme.
Donc délégation d'autorité parentale, qu'il y en ait un qui se fasse responsable. Et donc, la France va rejoindre le club des pays protestants qui sont plus sensibles aux fictions juridiques. Les protestants sont moins thomistes que les catholiques, si je puis dire. Ils n'ont pas l'idée que la famille est faite en vue d'enlever l'enfant selon les canons d'Aristote. Donc le Danemark, la Suède, l'Islande, les Pays-Bas, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Belgique admettent le partage de l'autorité parentale, mais aussi la filiation à partir des same-sex. Et l'outil juridique absolument clé pour l'élargissement de cette définition de la famille, qui change profondément l'histoire de la famille, n'est-ce pas? Il faudrait que Lacan écrive la suite des complexes familiaux. Ce sera à nous de le faire. C'est cet outil, la délégation d'autorité parentale, qui permet de définir lato sensu, du point de vue juridique, d'admettre, fabriquer la planche à billets, enfin la nomination parentale de façon la plus convenable à l'état actuel de la civilisation. Regardez les problèmes posés aussi par les mères porteuses au sein des différentes familles politiques. Inextricable. La gauche est divisée entre, d'un côté, les pros emmenés par Elisabeth Badinter, qui sont pour la reconnaissance des mères porteuses, et les contre, emmenés par Sylviane Agacinski, qui est contre au nom de deux conceptions irréconciliables du féminisme, de la maternité et des tabous de la procréation. Les dits rationalistes, côté Elisabeth Badinter, militent pour la désacralisation du ventre, de la maternité, de la procréation. Tout est bon. Et l'autre bord, Agacinski, différentialiste, donc rejoint par notre collègue Caroline Eliachev, pense que le lien fœto-maternel n'est pas négociable. Moyennant quoi, la gestion par procréation par personne assistée est l'objet au Bureau national quand même du PS de débats inextricables, et un des participants a pu écrire « C'est tout de même incroyable, il y a un demi-siècle, on imposait aux futurs parents la naissance d'enfants non désirés, et maintenant, on interdit à des parents la naissance d'enfants désirés. » Mais tout de même, alors il y a ceux qui disent encadrer la gestion pour autrui, ou la même, c'est-à-dire l'autoriser. C'est reconnaître que cette liberté et ce projet ne s'arrêtent pas aux frontières biologiques. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est René Friedman qui rédige le texte pour les partisans de, c'est-à-dire pour Badinter. Le même Friedman, il y a 10 ans, avait écrit un texte contre. Et s'en est aperçu Michel Onfray, qui, non content de dénoncer régulièrement l'escroquerie psychanalytique, dénonce bien entendu toutes les erreurs de pensée de tous ses concitoyens, de tous ceux qui ne pensent pas comme lui, etc. Donc, il a été très content de repérer que Friedman avait, lui, changé complètement son opinion en disant,
Parce qu'en effet, Friedman maintenant veut pouvoir avoir un certain nombre d'opérations sur le bébé dit médicament, étant donné maintenant le créneau thérapeutique qui s'est ouvert, qui n'était pas pensable il y a 10 ans. Alors, loin de penser que, bien entendu, c'est qu'il faut trouver, c'est un des effets de la technique, qui est en effet de déplacer les lignes, de déplacer les bornes des fictions juridiques en permanence, et qu'il faut les accompagner, parce que sinon, en effet, congeler dans des formes juridiques ce néo-sacré au nom de le fondement de la civilisation est là, n'est pas une voie d'avenir, c'est une voie de muséographie. Mais en même temps, ce n'est pas de la palinodie, ça n'est pas trouver un autre, changer d'avis. On ferait, mais toujours l'aspect prend ça par le mauvais bout de la lorgnette. C'est que s'il change d'avis, c'est pour des raisons qui méritent d'être examinées. Et justement là, le rôle d'un psychanalyste, c'est devant l'affolement produit par l'enfant au carrefour des lois bioéthiques, qui fait que l'enfant contemporain, on peut le dire, est un enfant bioéthique. Le désir des parents est pris lui-même dans l'évolution des lois bioéthiques qui fixent ces règles de production comme objet, qui en définissent les bornes et les possibilités. Le rôle du psychanalyste, c'est face à l'affolement pouvoir faire inconsister la passion qui se loge sur cet objet précieux. Aussi bien de ceux qui ne veulent d'enfants pour personne, de ceux qui en veulent pour tous. La passion universelle qui peut être à l'œuvre là, derrière le masque des lois bioéthiques, c'est au psychanalyste de pouvoir montrer à l'opinion éclairée et à chaque sujet un par un, les passions qui jouent dans cet espace nouveau que nous explorons tous ensemble dans la civilisation qui est la nôtre. C'est un champ nouveau qui est créé et nous en explorons les impasses et les murs auxquels nous nous cognons ensemble. Et le psychanalyste n'est pas celui qui sait quelle est la civilisation idéale qu'il faut produire, mais c'est celui qui peut dire, lorsqu'une impasse est rencontrée, regarde ta passion qui est en jeu, regarde la part que tu y prends toi. La question aussi sur le débat sur la levée de l'anonymat sur le don de gamètes. C'est l'envers de la situation des mères porteuses, si l'on veut. Donc on le sait, une des mesures phares annoncées à l'automne 2010 par Roselyne Bachelot, tout de même sujet catholique, qui ne se cache pas de sa croyance. Elle était alors ministre de la Santé, donc était la levée partielle de l'anonymat sur don de gamètes, sperme et ovocytes, dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation avec donneur tiers. Dès le 25 janvier, donc le ministre parle, dès le 25 janvier, une commission spéciale de l'Assemblée nationale supprime l'article sur la levée de l'anonymat du don de gamètes, pour ne pas avoir des sujets qui fâchent évoqués en Assemblée. Et on renvoie immédiatement au comité d'éthique qui a complètement changé de sens. Le comité national consultatif d'éthique
qui était fait pour essayer de lire les impasses dans lesquelles les lois bioéthiques enfermaient les sujets, devient maintenant une sorte d'antichambre de l'Assemblée nationale, un super service de documentation pour la préparation des lois. Et donc, quand des lois ennuient, dont on voit bien qu'elles vont traverser des courants d'opinion, surtout, nous n'avons pas assez de documentation. On le renvoie au Comité national consultatif d'éthique, qui est obligé de se réunir de telle façon à pouvoir ménager les différents points. Et au fond, nous voyons comment, là aussi, ce qui était apparemment une solution pour déjouer les impasses devient inscrit comme un échelon bureaucratique de plus dans le réseau de ce qui détermine les impasses face à l'enfant objet. Je voudrais conclure cette première partie sur un cas clinique, mais un cas clinique fictif. C'est un cas clinique réalisé, puisque tous ces possibles que nous avons examinés, nous aurions pu le faire davantage, ont traversé une famille empirique. Une famille empirique qui est suffisamment publique pour qu'on connaisse l'histoire. C'est la famille Doria Pamphili. Ceux de vous qui connaissent un peu l'Italie ont rencontré la famille Doria à Rome, à Gênes, à Venise, comme adversaire de Venise. Donc, la première trace du nom des Doria remonte à l'an 941, vieille famille donc. Les deux derniers descendants s'appellent, difficile à porter pour la fille, s'appelle Gésine. L'enfant s'appelle Donatan. Ils ont été tous les deux adoptés en Grande-Bretagne dans les années 1960 par Orietta Doria Pamphili et son mari Frank Pogson. Jouissant d'une double nationalité britannico-italienne, devenus prince et princesse Doria Pamphili, le frère et la sœur n'ont pas la même conception ni de la famille ni de la gestion de leur patrimoine. Et donc maintenant, Gésine poursuit Jonathan au tribunal à Rome. C'est ce qui fait qu'on connaît tout ça. Gésine, 46 ans, mariée à un expert d'art italien très pieux, a 4 filles âgées de 6 à 16 ans. Son activité dans le domaine de l'art et dans la conservation du patrimoine familial, et national en effet, c'est vraiment le patrimoine national italien, ainsi que sa dévotion, la situe dans la lignée idéale de ses ancêtres. Jonathan, 47 ans, un peu écarté de la gestion des affaires par la famille, et d'un tout autre type. Homosexuel militant, on l'a vu défiler à la Gay Pride génoise, cela a un peu gêné au palais. Marié selon un civil partnership, c'est-à-dire c'est l'équivalent du Pax en Angleterre, marié selon un civil partnership en Grande-Bretagne avec un Brésilien, Elson Enedo Braga, il a lui aussi 2 enfants. Émilie et Andrea Filippo, nés de 2 mères porteuses différentes au Kansas, État américain où les pratiques sont parfaitement légales. Il y a 5 ans,
pour Émilie, c'était une mère porteuse au Kansas, et il y a 4 ans en Ukraine pour Andrea Filippo. Interrogé le 26 janvier dans le quotidien La Repubblica, Jonathan a confié « Étant moi-même un enfant adopté, j'ai appris que la famille est faite de ceux qui t'aiment et qui t'ont aidé à grandir et de personne d'autre. » En 2009, Jésine, par contre, avait déclaré au quotidien britannique The Telegraph « Je suis contre les mères porteuses. D'accord, tout le monde a le droit d'avoir des enfants, mais les enfants ont le droit d'avoir des parents. Donc, en théorie, les enfants de Jésine et de Jonathan devraient, le jour venu, se partager les titres, la fortune et le beau nom de Doria Pamphili. Mais il y a un problème. La loi italienne ne reconnaît pas le type de fécondation dont sont issus Émilie et Andrea Filippo et le punit même d'une peine de 3 mois, 2 ans de prison. Donc, seuls les droits de la personne ayant porté la grossesse à son terme sont reconnus. Donc, rien n'interdirait à une femme de Wichita, Kansas, ou de Kiev, Ukraine, de débarquer un jour à Rome pour réclamer les enfants dont elles ont accouché et à leur suite une partie des Titien, Raphaël, Rubens, Caravage et pourquoi pas le fameux portrait d'Innocent X par Velázquez que Francis Bacon considérait comme le plus remarquable portrait jamais peint. Fascinant. Une famille a réussi à réaliser toutes les impasses possibles de ces montages, les faisant tenir ensemble par ce nom. C'est vraiment le nom Doria Pamphili qui vient recouvrir un abîme de contradictions et d'impasses sur lequel, évidemment, tient une interprétation contemporaine de la paternité et de la famille. Et d'ailleurs, c'est pour préserver cela, dit-elle, pour préserver la collection de tableaux, que Jésine a introduit en 2007 une action en justice pour désaveu de paternité à l'encontre de son frère. Il n'y a pas que les familles qui sont affolées par l'enfant. Il y a l'école. L'école qui, pendant longtemps, l'a accueilli au nom de l'éducation à donner. Et l'on sait que l'Église, à partir du moment où elle a vu son autorité vaciller du point de vue du dogme, a mis l'accent sur l'éducation. Les jésuites ont été les premiers, comme le rappelle Michelet, dans sa formule magnifique, les jésuites ont été les premiers à penser « Donnez-moi les enfants, j'aurai les mères ». L'éducation a été l'instrument par lequel il s'agissait de civiliser, de mettre en ordre, d'une façon tout de même plus intéressante que les caméras de surveillance et le remplissage des questionnaires pour savoir si l'enfant parle est dangereux, s'il frappe ses copains pendant la cour de récréation, etc. Ça faisait partie c'était pas complètement séparé comme fonction autonome, la surveillance. C'était inclus. D'accord, pas l'école jésuite sans préfet des jésuites, c'est sans préfet des études, d'accord, mais quand même, avec les lettres classiques. Le problème, c'est que l'école a de plus en plus de mal à faire tenir en place l'objet enfant ou lui trouver un lieu. Ce n'est pas que les enfants votent avec leurs pieds contre l'institution scolaire, ils votent avec leur corps. Ils sont de plus en plus hyperactifs. Il y a une mutation génétique extraordinaire dans l'espèce humaine qui fait que les enfants qui tenaient en place il y a encore 40 ans, il y a quelque chose qui a muté qui fait que de plus en plus ils ne tiennent pas en place. Et la jouissance du corps à corps, de la bagarre, de l'agression physique, de la violence disproportionnée, envahit
un discours qui n'arrive plus à régler. Alors il y a une certaine tendance devant ce phénomène à penser qu'il faut renforcer les interdictions, que la tolérance zéro est très importante pour restaurer un ordre, que les gens doivent avoir peur de la loi pour lutter contre leurs mauvaises habitudes, y compris les parents. Et là, il y a un conflit entre ceux qui pensent qu'il faut renforcer le surmoi ou ceux qui pensent que tout renforcement du surmoi produit un renforcement de la pulsion de mort, déplacé ailleurs, pas au même endroit, mais produire un objet de plus en plus incontrôlable. C'est comme les accidents de route. On se réjouit, il y a toujours plus de caméras de surveillance, d'interdits de toutes sortes, etc., au point que, visiblement, l'appareil d'État, s'il pouvait, ferait installer des régulateurs sur chaque voiture pour que ça soit contrôlé entièrement par une sorte de QG général qui contrôlerait tout. Et moyennant quoi, on a toujours des pics d'accidents réguliers, difficiles, etc., puisque justement, c'est pas automatique. La même personne, le même sujet, etc., très respectueux des lois, qui pendant 98% de sa conduite sera impeccable, etc., précisément, il y a un jour où il a vraiment un ennui qui tombe sur le crâne, et là, il provoque l'accident, il se tue et tue les autres. Et ça reste imprévisible. Et même si on mettait un dispositif de contrôle, il désamorcerait, ce jour-là. Mais face à ça, à cet appel au plus de, ce qu'on voit surtout, c'est que le malaise dans l'école, le malaise dans les interdits, fait apparaître le statut d'objet passionnant de l'enfant, et objet de passion le révèle toujours plus. Et le malaise des normes fait apparaître non seulement l'enfant comme objet de jouissance de l'institution, mais aussi qu'il n'y a jamais eu d'âge d'or. Et que le fait que la civilisation a confié pendant 2 siècles, disons depuis les Lumières, confié ses enfants à des institutions où régnait quand même un discours homosexuel sublimé, on s'aperçoit qu'il n'était par moments pas complètement sublimé. Et qu'on aperçoit des cas extraordinaires qui auparavant auraient été voilés, camouflés, et qui font apparaître précisément le caractère saisissant de l'enfant objet. Et on a eu par exemple la déclaration étonnante en 2010 du cardinal évêque de Frascati, donc secrétaire d'État de la Curie romaine, depuis 2006. Camerlingue, le Camerlingue, c'est l'équivalent du Premier ministre, c'est en général quand même le pape putatif, ou moins le pape putatif doit faire partie de ses amis. Donc depuis 2007, qui disait, devant la montée des scandales pédophiles à travers toute l'Église universelle, et la dénonciation, les protestants quand même se moquant des catholiques sur le thème « voilà ce que c'est, vous empêchez le mariage des prêtres, vous nous faites la leçon avec ça, et voilà ce que ça donne. Tous vos prêtres pas mariés, et ils s'égarent. Et on a moins de scandales dans les écoles protestantes. Sous réserve. Enfin, pour l'instant, on n'a pas de cas, en effet, comparable à ce qui a traversé, et qui traverse, qui continue, puisque ce sont des procès qui sont en cours et dont nous aurons toujours plus les modifications. Il notait ceci, donc de nombreux psychiatres et psychologues ont démontré qu'il n'existe pas de relation entre le célibat et la pédophilie,
Par contre, beaucoup ont démontré qu'il existait un lien entre homosexualité et pédophilie. C'est une thèse, ce qui veut dire que le Vatican fait travailler un certain nombre de psychiatres et de psychologues d'enfants italiens, mais pas seulement, autour de ces thèses-là pour les mettre au point. Parce qu'il s'agit, les enjeux sont très lourds, et dans les procès, la responsabilité qui va avoir lieu là, il y a des thèses qui vont s'affronter de différents psychologues, selon des orientations, qui auront des conséquences juridiques considérables. La bataille d'experts qui s'annonce, alors c'est sous des phrases alambiquées comme ça, mais que l'on voit apparaître. Alors, évidemment, en revanche, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères français, lui, devant le même cas au Chili dont parlait le secrétaire Camerlingue, a dit « La France rappelle son engagement résolu contre les discriminations et les préjugés liés à l'orientation sexuelle et l'identité de genre. » Donc, lui, Tarcisio Bertone, le secrétaire Camerlingue en question, essaye de développer une théorie, une clinique du choix d'objets ne dépendant pas de l'âge. Donc c'est, au fond, les pédophiles sont des homosexuels. Depuis l'enfance. Depuis qu'ils visent l'enfance. À quoi répond, alors de façon très intéressante d'ailleurs, le président du mouvement pour l'intégration de la libération homosexuelle au Chili, qui a fait objection, rappelant qu'un des scandales majeurs de prêtres pédophiles au Chili avait mis en cause un ecclésiastique qui avait mis enceinte une adolescente. Très peu pubère, si je puis dire. Donc là, ça permet de différencier sur l'âge, quel que soit le sexe. La pédophilie étant soit garçon, soit fille, peu importe, hétéro ou homo, pas la question. La question, c'est si quelqu'un touche à l'objet, touche aux filles prépubères et aux jeunes adolescents en question. Deux cliniques s'affrontent et donc des experts derrière en série. Mais il y a un cas qui définit, qui dans l'Église, en tout cas, défie ces classifications, qui est celui, qui est un cas d'un prêtre mexicain, donc le père Maciel, fondateur d'une des plus riches congrégations actuelles, puisque financée par les milliardaires mexicains. Je vous rappelle que la première fortune du monde est un Mexicain. Et donc, il y a tout un réseau d'écoles autour de cette congrégation de la Légion du Christ, qui éduque l'élite mexicaine et de quelques autres pays d'Amérique centrale. Donc, le 3 mars 2010, une femme mexicaine a affirmé avoir eu pendant 30 ans une relation conjugale avec le Martial Maciel. Mais ce qui est plus ennuyant, c'est qu'elle a témoigné à la radio sur les mœurs de ce sujet, incontestablement hors du commun. 2 ans après la mort de Maciel, qui est mort en janvier 2008, il s'était retiré en pénitence sur décision du Vatican. 2 de ses fils ont dénoncé les viols et autres abus dont ils auraient été victimes de la part de leur père, surtout quand ils voyageaient avec lui. Leur mère a connu Maciel en 1976 quand elle avait 19 ans et déjà un enfant. Il avait alors, lui, 56 ans. Elle ne doutait pas de son identité car il a fourni des papiers sous 2 noms différents pour reconnaître ses enfants, qu'il a reconnus, mais sous 2 noms différents. D'un côté, il se disait cadre d'une grande compagnie pétrolière, ou bien il se disait agent de la CIA. C'est en lisant un article de 97 dans une revue avec photo qu'elle a reconnu l'identité de celui qu'elle appelait son Dieu personnel. Elle a rompu en 99 avec lui après que son fils eut révélé les abus sexuels, qui a cherché à obtenir une compensation financière de la Légion du Christ, qui a refusé le chantage, donc c'est passé devant la justice civile, le procès est en cours, on verra ce que cela va donner. Mais en Belgique,
On a eu des affaires, justement, au sein du clergé belge, en des histoires d'oncles et de neveux, qui sont aussi tout à fait extraordinaires et hors normes, et qui montrent à quel point la délégation d'autorité parentale aux institutions, telle qu'elle a été pratiquée autrefois, supposait de fermer les yeux sur beaucoup de choses. Pour créer l'enfant éducable, il fallait fermer les yeux sur l'enfant objet de passion et objet de pulsion. La jouissance de l'enfant, comme telle, vient marquer l'impuissance qui est au cœur du projet impossible de l'éducation. Lorsque Freud qualifiait d'impossible l'éducation, cet impossible peut se lire dans plusieurs registres. Un des registres dans lesquels il se lit, c'est la confusion dans les divers registres du pouvoir qu'il implique. Et cela aussi bien sur les enfants qu'au fond, y compris à l'université, où là, dans des cadres différents, à la fois l'asservissement étudiant au système que Nietzsche dénonçait dans son pamphlet « De l'avenir de nos établissements d'enseignement », l'oreille comme instrument de servitude. Lacan, en 1969, l'avait reformulé dans son séminaire 17 ainsi « Le malaise des astudés n'est pourtant pas sans rapport avec ceux-ci qu'ils sont tout de même priés de constituer avec leur peau le sujet de la science. » Sujet de la science, spécialement de la science économique, mais pas seulement. Ils y passent. L'éducation, qu'est-ce que cela veut dire que l'éducation produit des sujets de la science? Ça produit des sujets, si l'on veut, des hommes sans qualité, des S-barrés, des sujets délivrés de leurs identifications préalables, plongés dans le savoir, qui est au poste de commande, qui annule les identifications antérieures. Et d'ailleurs, on peut attendre de ça, on voit nos responsables politiques attendent de ça des bienfaits pour lutter contre le communautarisme, l'éducation. L'éducation produit de purs sujets de la science qui, eux, pourront échapper aux déterminants communautaristes si gênants pour l'universel rêvé. On compte là-dessus. Toute l'Europe. Le traité de Lisbonne a mis en priorité l'éducation. L'Asie compte là-dessus. Les universités chinoises sont faites pour construire et fabriquer le plus d'ingénieurs et de scientifiques dans le monde après 2015. Résultat de ces espoirs délirants, le taux de suicide des jeunes gens dans les universités asiatiques et américaines, où ce sont à la fois les étudiants asiatiques qui ont les meilleurs résultats en sciences, certes, mais où le taux de suicide est 3 fois plus élevé parmi les communautés chinoises, sud-coréennes, singapouriennes, que dans les autres cultures, puisqu'aux États-Unis, étant donné que l'essentiel de l'éducation maintenant est un business, des gens viennent de l'étranger, on peut enregistrer parfaitement d'où viennent les différents étudiants. Là, c'est pas les interdits des statistiques ethniques. On voit l'effet de pulsion de mort que provoque
ces espoirs extraordinaires sur les astudés, qui doivent faire avec leur peau, qui doivent fabriquer ce soi-disant capital travail, capital savoir. Disons que là encore, nous n'en sommes plus à l'époque où Françoise Dolto pouvait faire honte à l'éducation nationale de la terreur qu'elle faisait régner dans les classes, au nom de l'enfant. Maintenant, tout le monde s'en moque. L'appel va vers plus d'ordre, étant donné, vous vous rendez compte, étant donné ce qu'on a. Je vous y verrai bien, vous. Très difficile de faire honte maintenant de cette façon-là. Mais elle a su, avec sa façon, avec la façon dont elle s'était glissée, disons, faire honte à certaines pratiques. Peut-être en idéalisant un peu trop un versant de l'enfant. Là, c'était sa croyance en Dieu qui affolait un peu la prudence qu'elle pouvait avoir. En tout cas, pour les psychanalystes, il s'agit en effet d'aider aussi bien le discours du maître que le discours universitaire dans le processus d'affolement dans lequel il est pris, sur l'idée que ça n'est pas simplement en renforçant toutes les procédures de surveillance, en mettant des caméras de surveillance partout pour s'assurer que les professeurs ne tripotent pas leurs élèves, en faisant signer des conventions pour les doctorants pour éviter maintenant l'accumulation de procès pour harcèlement sexuel qui commence à envahir les universités américaines, qui va bientôt envahir les universités françaises. Donc il faut maintenant que les professeurs fassent très attention à la maladie professionnelle bien connue des universités qui fait que tout professeur d'université divorcé se remarie avec sa meilleure doctorante dans les 4 années qui suivent. Et évidemment, ça a toujours été comme ça. Il va falloir faire très attention. Il va y avoir des péripéties supplémentaires. Parce qu'on a déjà donc quelques professeurs charismatiques de l'enseignement français qui ont été, évidemment, le professeur ne peut pas se marier avec toutes, il y a des rivales, il y en a certaines qui ne font pas de cadeaux. Et une fois qu'il y en a une qui a été choisie, alors il se révèle que tout de même, le professeur en question avait quand même quelques maîtresses dans ses doctorantes, surtout qu'en général, les femmes sont charmantes et intelligentes. Donc, après, harcèlement, procès pour, il m'a violée. Donc, nous avons un rapport, n'est-ce pas, aussi bien dans le discours universitaire que dans le discours du maître, avec l'enfant, l'adolescent objet de passion, qui ne peut pas être réglé par les fictions familiales, qui ne peut pas se régler par l'assuétude au travail, ou l'idéal du savoir en position de commandement. Les désordres qui s'engendrent nécessitent que les psychanalystes puissent protéger les enfants qui viennent les voir et qu'ils reçoivent, aussi bien des délires familiaux que des délires d'État, ou si je puis dire, des délires des discours. Et à mesure que dans notre civilisation du XXIe siècle, chacun est laissé à lui-même pour décider, disons dans l'hyper-protestantisme, si je puis dire, d'une civilisation où chacun doit être responsable de ses choix. Bien entendu, il est surveillé en permanence, il est sous caméra, sous protocole, sous injonction thérapeutique, etc. Mais à partir de là, il est laissé à lui-même. Et les bricolages, comme nous avons vu pour ceux de cette pauvre famille Doria, les bricolages peuvent être nombreux. Et plus on a les moyens, plus on peut en bricoler des compliqués.
Mais déjà, on peut faire beaucoup dans la trousse de bricolage qui est tout commune à tous. Eh bien, le psychanalyste, quand il reçoit l'enfant, doit pouvoir le protéger de ses délires, qui sont souvent non standards, mais quelquefois standardisés par le discours, et permettre à l'enfant de s'orienter, de trouver son chemin, de discerner comment lui, qui a été le produit de la fausse couche du désir parental, des impasses de la production de l'enfant comme objet dans la civilisation, lui-même puisse trouver un plan de l'édifice où il trouve une porte de sortie qui lui permette de construire une solution viable, vivable pour lui et pour ceux qui seront plus tard ses enfants. Voilà. Moi, je voulais terminer par une citation de Musil dans L'homme sans qualité. Un motocycliste fonçait dans la rue, vide, bras et jambes en haut, et remontait la perspective dans un bruit de tonnerre. Type sur son bolide. Année 20. Son visage reflétait le sérieux d'un enfant qui donne à ses hurlements la plus grande importance. Ben voilà, il faut être du côté de ça, de ce sérieux-là, le sérieux de l'enfant qui donne à ses hurlements la plus grande importance. Voilà.